bonjour à tous. Alors nous allons bombarder un débat aujourd'hui qui a pour thème comment inventer une usine plus propre. Alors ça sous-entend déjà que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc on va voir comment ça s'améliore, est-ce qu'on en prend le chemin, et puis pourquoi pas dans l'avenir, comment on va pouvoir rendre cette usine plus propre. Alors pour en discuter, j'ai 4 intervenants. Monsieur de Saint-Amand, vous êtes chef de projet Usine du Futur à EDF. À côté de vous, Alexis Gazot, vous travaillez chez EY, c'est peut-être moins connu. EY, société de conseil, comment vous la définissez? Oui, société d'audit et de conseil, et moi je travaille sur les sujets de la transition énergétique. Voilà. Bruno Bellamy, directeur du marché industrie chez Dalkia. Et puis Frédéric Coirier, vous êtes président du groupe Pujula, fabricant de cheminées, on va y venir tout à l'heure. Alors parmi les sujets sur lesquels nous allons échanger, j'ai découpé en 4 grandes parties. D'une part, le remplacement de l'énergie fossile par le renouvelable, l'efficacité énergétique, le traitement des déchets et des effluents, qui est quand même un sujet aussi majeur, et puis nous évoquerons un petit peu l'économie circulaire. Et pour démarrer, il me semble important quand même de situer ce marché de la transition énergétique, notamment dans le domaine de l'énergie. Monsieur Gazot, je me tourne vers vous. Déjà, est-ce que ce découpage en 4 grandes parties vous paraît cohérent? Enfin, j'espère. Hein. Est-ce que vous avez quelques chiffres que vous pouvez nous donner, sachant que vous êtes quand même un des spécialistes dans les études de marché? Oui, tout à fait. Alors, d'une part, oui, le découpage que vous donnez est cohérent. Je souhaitais, moi, parler de sujets que je connais un petit peu mieux et qui sont notamment dans le domaine, à nouveau, de la transition énergétique, un petit peu de l'économie circulaire, mais surtout la transition énergétique. Quelques éléments. Un point qui me semble important, c'est de rappeler aussi que, au-delà de tous les efforts qui sont faits par les industriels, les bâtiments, etc., tout ça est générateur de création d'entreprises, de création d'emplois. Pour donner un élément qui est uniquement sous l'angle des startups, je voulais préciser qu'on a énormément de dynamique de l'innovation autour de ces sujets, avec la France Investissement, qui est l'association des investisseurs en capital. EY suit la création de startups dans tous ces domaines-là. Et si vous voulez, en 2017, on a recensé une centaine de levées de fonds dans ce secteur uniquement, près de 900 millions investis. Et je parle vraiment d'early stage, hein, donc d'investissement dans de l'innovation et des startups. Donc ça, c'est un élément que je voulais rappeler. Deuxième point, au niveau très macroéconomique, une des choses qui m'interpelle, c'est de me rendre compte à quel point ces sujets sont devenus massifs économiquement. Si on prend uniquement le sujet des énergies renouvelables, aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 300 milliards d'investissements. C'est très très conséquent. C'est devenu une vraie industrie à part entière, extrêmement dynamique. Et notamment dans l'industrie, je pense qu'on en reparlera dans quelques instants, mais en tout cas, voilà, des masses qui sont extrêmement conséquentes et qui sont en croissance. Hein. 300 milliards, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est la moitié des investissements dans le secteur pétrolier, par exemple. Hein. Donc ce n'est plus je dirais un segment émergent qui avait besoin d'être soutenu par beaucoup de politiques publiques, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans des segments qui sont tirés par des logiques de marché, de compétitivité, et c'est ça qui fait qu'il y a une telle dynamique. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce changement en fait, d'une usine plus propre? Est-ce qu'on a je sais pas, des chiffres de pollution, des chiffres d'efficacité énergétique, des chiffres globaux? Combien on a gagné en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans? Alors, si vous voulez, je n'ai pas de chiffres globaux sur la performance de l'industrie. Après, c'est extrêmement diversifié selon les secteurs d'activité, selon les gains que l'on peut avoir. Mais une chose qui, je pense, est importante de rappeler, c'est que si on prend l'industrie, en France, ça représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on prend sous l'angle climat, l'industrie est un contributeur important aujourd'hui. Certains secteurs, beaucoup plus que d'autres évidemment, parce qu'ils sont plus intenses en énergie. Ces secteurs-là, en général, se sont saisis du sujet, parce qu'ils sont au pied du mur. Alors, que ce soit pour des questions qui sont liées à une prise de conscience, qui, me semble-t-il, est réelle sur la nécessité de contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais sont aussi des enjeux d'économie d'énergie, des enjeux et donc d'économie tout court. Hein, et ce qu'on a vu notamment au cours des dernières années, c'est que des secteurs industriels pour lesquels l'énergie n'était pas forcément un poste de coût très important, ont commencé à s'y intéresser et à essayer de gagner des pourcentages de gains d'efficacité énergétique
pas toujours, pas uniquement avec des investissements, parfois c'est uniquement sur des questions d'amélioration du pilotage, d'amélioration de la gestion de ces sujets-là. On voit de plus en plus aujourd'hui de energy managers exister dans l'industrie, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et qui, au-delà des sujets qui vont être liés au pilotage, à des investissements dans les systèmes plus performants de ventilation, etc., vont aussi s'intéresser à la question de changer d'approvisionnement en énergie et d'avoir de l'énergie plus verte. Alors par rapport à ça, on peut acheter de l'électron vert, mais on peut aussi choisir d'investir dans un projet d'énergie renouvelable. Et ça, c'est une vraie dynamique qu'on voit à l'heure actuelle, que je trouve là aussi assez passionnante, et qui se traduit par des initiatives comme le RE100. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette initiative. Ce sont des entreprises mondiales qui ont décidé d'avoir un approvisionnement électrique 100% renouvelable d'ici 2025 ou 2030 selon les cas. Et ces entreprises-là, si on les prend toutes ensemble, eh bien, leur consommation d'énergie renouvelable, ça correspond à la consommation électrique d'un pays comme la Pologne ou la Malaisie. Donc c'est vraiment très significatif. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un chiffre à nous donner? Non, pas le... Alors, si on regarde le secteur industriel, globalement, ce qui ressort des différentes études, c'est qu'on est quand même sur des baisses de l'ordre d'un tiers des émissions sur une période d'une quinzaine d'années. Donc on peut dire quand même qu'en termes de propreté, l'industrie a fait d'énormes progrès. En tout cas, elle les a fait avant le bâtiment, qui aujourd'hui est en plein mouvement avec les nouvelles réglementations thermiques. Mais on est quand même déjà sur un mouvement très très vertueux, et en tout cas qui démontre que globalement tous les industriels ont pris en compte ce sujet. Alors justement, ça tombe bien, gardez le micro. Je vais démarrer par vous, savoir si vous avez bien mis en application dans votre entreprise. Juste pour rappel, Pujula, c'est 3000 km, on m'a expliqué, par an de conduite cheminée, avec 1600 personnes, et tout ça produit en France? À 90% en France, donc on est très présent sur le territoire. On a 7 usines en France. Oui, il y a un changement important. Enfin, nous, on ça veut dire, fait la promotion. Je termine, ça veut dire que le fossile chez vous, il est terminé, parce que j'ai demandé à des jeunes qui passent dans les allées de me dessiner une usine. Vous voyez, quand ils me dessinent une usine, tout de suite, il y a une cheminée avec de la fumée. Oui, mais bon, de toute façon, dans une usine, il y a de la vapeur, il y a de l'énergie. Enfin, on ne peut pas faire d'usine sans production d'énergie. Donc, ça fait partie du lot. Vous savez, quand on dessine une maison à un enfant, il met une cheminée dessus aussi. Hein, donc, ça fait partie de l'imaginaire. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les industriels font le chemin vertueux. Nous, par exemple, nous avons 150 000 m² de bâtiments. 2 tiers de ces bâtiments sont aujourd'hui intégralement chauffés à la biomasse. Donc, nous avons substitué du fossile avec des produits forestiers qui n'étaient pas valorisés. Donc il y a toute une économie circulaire qui s'est créée. Je ne vais pas insister sur le circulaire parce que c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, on sait produire de l'énergie en utilisant des produits qui n'étaient pas bien valorisés avant, en se substituant. Donc toute une filière se crée d'approvisionnement dans les forêts, etc. Donc ça a aussi un impact économique très important dans les territoires. Donc ça veut dire que pour produire des cheminées, on fait aussi des efforts. Ah ben bien sûr, de toute façon, l'énergie devient chère, ce qui n'est pas d'ailleurs malsain. Hein. Aujourd'hui, on va donner un vrai prix au carbone. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une énergie qui ne coûte rien, c'est généralement très négatif. Avoir une énergie qui coûte un certain prix entraîne des investissements, entraîne des changements de comportement, entraîne énormément d'innovations technologiques chez les fabricants, mais aussi chez les donneurs de services. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on va faire des progrès très très significatifs dans les années qui viennent. Alors en préparant justement ce débat, M. Bellamy, vous m'avez cité beaucoup d'exemples qui vont compléter le vôtre. Vous m'avez parlé de Nestlé, de mémoire, qui prend ses mousselines, ses crèmes Mont-Blanc, c'est ça pour, indirectement, faire de la biomasse? Oui, quand on parle d'énergie renouvelable dans l'industrie, une grande partie de ces efforts en fait, de verdissement vont se faire à travers de la production de vapeur qui précédemment était faite en brûlant du gaz naturel et qui va se faire désormais par des chaudières biomasse. Et donc avec le même processus de production de la biomasse issue de la forêt, mais avec une utilisation très vertueuse de la forêt en utilisant uniquement les fêtages et les souches en bois énergie. Et par exemple, effectivement, des industriels comme Nestlé qui très tôt ont dit on veut participer à la transition énergétique et tendre vers le zéro carbone, ont transformé une majorité de leur production vapeur sur site en chaudière biomasse avec, pour citer quelques exemples qui vont parler à tout le monde, mais par exemple votre purée mousseline qui est produite par le groupe Nestlé. Aujourd'hui, votre purée mousseline est faite avec de l'énergie verte.
C'est un bon critère, je crois qu'on comprend tous ce que vous mettez derrière. Monsieur de Saint-Amand, vous m'avez parlé de récupération de chaleur, mais également de jumeaux numériques. Là, on rentre peut-être dans la technique, mais c'est quand même important d'expliquer ce qu'est le jumeau numérique, le virtuel, le réel, et l'économie de chaleur. Comment vous faites ça? Alors, le jumeau numérique, c'est une réplique digitale. Parfois, on entend parler de digital twin, parce que c'est les anglicismes qui nous envahissent. Mais le jumeau numérique, voilà, c'est une réplique digitale d'un équipement, d'une installation sur une usine, par exemple. Et ça, c'est nouveau, ça arrive en même temps que le digital, que le numérique arrive dans notre vie, dans nos usines. Ça permet de proposer un outil pour la formation, évidemment, des gens qui entreprennent ces installations. Ça permet surtout de gagner en performance. Et donc EDF a développé une solution, ça s'appelle Métroscope, parce que sur nos tranches nucléaires, vous savez, dans une centrale nucléaire, il y a un réseau primaire, un réseau secondaire, et on échange les calories. Et donc reproduire sur un outil numérique l'équipement qui permet de réaliser les échanges de chaleur, eh bien, ça permet, en même temps que l'usine réelle, celle qui fonctionne vraiment, produit, de comparer avec un outil qui lui est virtuel, mais d'intercomparer en permanence la performance du réel par rapport à celle du virtuel. Et dès qu'il y a un écart, le virtuel, qui a été conçu, qualifié avec tout le contenu technique de la performance attendue, eh bien, ça permet d'anticiper, de corriger au plus vite et donc de produire plus en sauvegardant de la ressource et en augmentant la performance opérationnelle des installations. De ce point de vue-là, en améliorant la performance, on produit plus proprement puisqu'on aura engagé moins de ressources au départ. Et alors, l'avantage du jumeau numérique, dans l'exemple que je cite, c'est comme le parc, il y a un effet de série sur le parc nucléaire, il y a 58 réacteurs qui tournent. Quand on a fait l'effort de développer un jumeau numérique pour une tranche, eh bien, on va pouvoir s'en servir 58 fois encore et on va augmenter considérablement la performance. Donc c'est un gain écologique et évidemment économique. Pour que je comprenne bien, ça veut dire que vous allez simuler dans le virtuel et après vous le testez dans le réel. Le retour du réel va implémenter le virtuel. C'est un cercle vertueux. C'est ça, vous avez tout compris. C'est formidable. Monsieur Gazeau, vous m'avez parlé aussi de Cherbourg avec l'usine de General Electric. Vous avez peut-être d'autres exemples à nous donner? Oui, je sais pas. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que en fait, l'idée, c'est de montrer comment remplacer le fossile et que ça se fait concrètement. Exactement. Enfin, je trouvais, entre autres, mais que parmi des usines que j'ai pu connaître et des projets industriels plutôt que j'ai pu connaître, celle de LM Wind, qui est aujourd'hui une filiale de GE qui fabrique des pales comme celle qui est juste derrière d'ailleurs, s'est engagé, mais comme d'autres, dans des programmes à la fois d'efficacité énergétique, avec l'idée de gagner une quinzaine de % de consommation d'énergie, sur des questions d'optimisation de la ventilation, du pilotage, sur l'éclairage aussi, en utilisant des LED plutôt que d'autres solutions. Donc tout un volet assez ambitieux d'efficacité énergétique. Et puis également le choix de se tourner vers de l'achat d'énergie renouvelable pour les besoins en énergie électrique. Alors, vous me direz, ils sont dans la filière parce qu'ils fabriquent des composants pour des énergies renouvelables, mais tant mieux, quelque part, ça alimente leur marché. Et par rapport à ça, si vous me permettez, si je peux en parler 2 minutes de plus, sur cette question d'achat d'énergie renouvelable par des industriels, je trouve que là aussi, c'est un élément, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui me semble assez nouveau, puisque finalement on entre dans une dynamique où on s'adresse à des relations complètement différentes de ce qu'on connaissait par avant, c'est-à-dire des grands parcs qui fournissaient à un opérateur national, et aujourd'hui on fournit directement, à partir d'un projet d'éolien ou de solaire, un industriel. C'est le cas d'EDF, d'ailleurs, aux États-Unis, qui fournit Google avec de l'éolien. Mais Google, en Finlande, fait appel à Neoen, qui est une autre société française qui produit des énergies renouvelables, pour alimenter ces usines. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, on se disait à nouveau, est-ce que les énergies renouvelables ont un avenir en dehors des schémas à nouveau de contrats avec un opérateur national à un prix donné? Aujourd'hui, ça se fait directement avec un client industriel parce qu'à nouveau,
ce sont simplement les énergies dans certains pays les plus intéressantes en termes de prix, les plus économiques. Alors évidemment, il y a une question de variabilité, d'intermittence, mais sur lequel il y a des solutions, que ce soit sur des solutions de stockage ou alors simplement avec des questions contractuelles d'équilibrage. Je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais là aussi, à partir du moment où on a un stockage qui est de plus en plus compétitif, parce qu'on a de plus en plus d'effets d'échelle sur le marché, eh bien finalement, on va arriver à une situation où les renouvelables plus le stockage feront partie des solutions pour l'électrique qui seront tout à fait compétitives. Et j'en veux pour preuve que sur cette dynamique également d'avoir sa propre production avec du stockage, donc l'autoconsommation, c'est également un sujet qui prend énormément d'ampleur. L'IRENA, qui est l'Agence internationale des renouvelables, considère que si on prend l'autoconsommation et ses achats d'énergie renouvelable au niveau mondial, ça correspond à la consommation de la France. Donc voilà, donc c'est vraiment une dynamique très forte. Monsieur Coirier, on fait de la biomasse, on en a beaucoup parlé, pour gagner de l'argent. Le ROI, il est de combien? Ça va vraiment dépendre des utilisations de l'intensité, parce que si vous faites par exemple du séchage, vous travaillez 100% du temps. Si vous avez en intermittence, donc en fonction des utilisations, alors plus l'énergie est chère, ce qui est le cas aujourd'hui, plus c'est court, mais en tout cas en tant qu'industriel, le ROI est inférieur à 10 ans. Encore une fois, je n'ai pas une utilisation aussi intense qu'un certain nombre d'autres utilisateurs, donc en tout cas les scieurs par exemple aujourd'hui sèchent leur sciure pour faire des granulés avec de la biomasse. Les taux de retour sont extrêmement rapides puisqu'ils valorisent sur l'électricité l'énergie et la chaleur fatale sert à sécher. Donc il y a différents modes de valorisation. Encore une fois, sur les ENR, je pense qu'il faut quand même bien préciser, il n'y a pas que l'électricité, parce que souvent on a tendance à dire c'est souvent ELEC. Il faut se rappeler quand même que la chaleur est un secteur très important, qu'elle est déjà très renouvelable, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La biomasse représentant 80% quasiment de cette chaleur renouvelable, et qui a encore énormément de potentiel. Il faut quand même saluer également les décisions qui viennent d'être prises récemment par le gouvernement d'abonder au fonds chaleur, vous savez, qui vient financer les investissements sur tout ce qui est réseau de chaleur, chauffage industriel, etc., où vous avez un budget qui était de l'ordre de 200 millions d'euros par an depuis plusieurs années. On va passer l'année prochaine à plus de 300. On va aller vers 350 millions à horizon 2020. Donc il y a une vraie volonté qui a d'ailleurs été exprimée dans le cadre de la PPE, de la loi de programmation énergétique, en disant effectivement un fort focus sur les renouvelables électriques avec effectivement les solutions éoliennes, solaires, etc. Et sur la chaleur, un accent très très fort mis sur la biomasse, sur lequel la France a un énorme potentiel, puisque, il faut quand même le dire ici, nous ne déforestons pas en France. Aujourd'hui, nous ne collectons qu'à peine 50% de la croissance naturelle de notre potentiel. Donc il y a un beau potentiel devant nous, sans mettre la filière bois ou nos forêts sous tension. Donc c'est quand même une grande chance, en tout cas pour la France et globalement pour l'Europe. Alors je retiens un retour sur investissement inférieur à 10 ans, donc ça va être proche de 10 ans. Monsieur Bellamy, peut-être juste rapidement s'il y a des retours que vous pourriez nous donner? Oui, enfin, en termes de temps de retour sur investissement, bon, les industriels en général font tous les projets eux-mêmes qui ont des temps de retour inférieurs à 3 ans. Le fonds chaleur qu'on vient de citer, abondé par l'ADEME, permet aux industriels de ramener des projets qui vont avoir des temps de retour de l'ordre de 6 ans, justement dans leurs critères de rentabilité à 3 ans. Et puis après, on va voir un certain nombre de sociétés de services énergétiques pour lesquelles la production de chaleur fait partie de leur cœur de métier et qui vont prendre le relais sur des projets avec des rentabilités avec un peu plus long terme. Donc il y a tout un panel qui permet effectivement de bien pousser la biomasse combustible en substitution de combustion de gaz. En France, c'est un sujet qui marche très bien. Pour donner juste un chiffre, la consommation de bois thermique en France est largement supérieure à plusieurs millions de tonnes par an, ce qui commence à représenter une consommation significative. Ok, mais écoutez, je vous remercie déjà sur ce passage du fossile aux énergies renouvelables. On va passer au deuxième volet de notre débat sur l'efficacité énergétique, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est peut-être déjà dès le départ de consommer moins, d'être plus efficace. Monsieur de Saint-Amand, je sais que c'est un de vos chevaux de bataille EDF. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui existe là-dessus? Alors c'est vrai, vous avez raison, ça fait depuis longtemps qu'EDF travaille
aux côtés de ses clients, aux côtés des industriels, mais aussi aux côtés des acteurs du tertiaire pour gagner en performance énergétique. Et alors, on l'a fait depuis, j'avais envie de dire depuis toujours, on le fait de plus en plus, c'est vrai, avec l'ouverture du marché en 99 pour les grands clients, puisque pour nous, c'était une manière de nous différencier. On vous dit, on vous fait un prix pour l'électricité, mais on vous propose aussi d'autres contributions qui vous permettront de diminuer le niveau de consommation dans votre usine, et à la fin, quand on fera le bilan de votre contrat, vous aurez un contrat qui aura été optimisé parce que vous aurez consommé moins de mégawattheures. Donc ça a été pendant, je vous disais 99, on arrive bientôt en 2019, pardon, ça fait donc bientôt 20 ans qu'on travaille ce sujet. Et alors, où est-ce qu'on a œuvré en priorité? Sur les utilités industrielles. Les utilités industrielles, c'est tout ce dont l'usine a besoin pour exister, pour transformer et pour produire ses réalisations. C'est l'éclairage, c'est l'air comprimé, la force motrice, c'est le chauffage, c'est la production de froid. Il y a des usines qui ont besoin de produire, beaucoup d'usines ont besoin de produire du froid. Donc sur toutes ces utilités, l'expertise technique d'EDF s'est rapprochée des procédés de ses clients pour trouver des axes d'amélioration. Et il y en avait beaucoup, enfin il y en a encore beaucoup. Au départ, c'était plus facile parce que peut-être les gens étaient un peu moins concernés par l'efficacité énergétique. Et puis plus on a avancé, plus nos clients sont devenus compétents aussi dans le management de l'énergie. On parlait d'énergie manager. Aujourd'hui, toutes les usines ont des énergie managers et on continue de les accompagner sur ces sujets. Et puis, encore une fois, ça a participé à la performance globale des produits. Et d'ailleurs, beaucoup d'industriels, dans leur compta analytique, mesurent la part d'énergie dans le produit fini. Et on s'aperçoit que depuis 20 ans, la part d'énergie dans le produit fini a beaucoup baissé. Et on a travaillé sur ce sujet. Et puis, pour illustrer un autre type d'accompagnement, nos clients progressant dans le domaine, on a pu leur proposer ce qu'on appelait des universités MDE. MDE pour maîtrise de la demande en énergie. C'est-à-dire que les opérateurs, ceux qui conduisent les centrales d'air comprimé, les centrales de froid, ceux qui pilotent les utilités dans l'usine, sont venus auprès de notre R&D. Donc on a des centres R&D, il y en a eu notamment du côté de Fontainebleau. Et pendant plusieurs jours, comme s'ils revenaient sur les bancs de la fac, on les a aidés à prendre conscience, à se perfectionner dans la maîtrise de la demande en énergie. Et puis on avait même mis en place un système où non seulement ils devenaient plus sachants, plus compétents dans la gestion d'une centrale, que ce soit du chauffage, de l'air comprimé, enfin bref. Et puis ils avaient la possibilité de prendre, ils avaient si vous voulez, comme des tickets, comme un crédit pour que l'expertise d'EDF, donc là c'est les 2000 chercheurs de la R&D, enfin c'est toute la force technique de l'entreprise, répondent en direct sur le terrain aux questions qui pouvaient se poser. Voilà. C'est des exemples. Et puis après, très concrètement, mais alors là, Bruno connaît l'histoire. Il y a eu des belles opérations dans l'automobile, notamment où on a été récupérer de la chaleur sur des fours pour valoriser cette chaleur, pour que l'usine soit l'hiver complètement auto-chauffée, entre guillemets. Et s'il y avait encore davantage de calories, on la renvoie vers des communes pour chauffer les habitants. C'est ce qu'on va voir après. Mais j'avais juste une petite question. Pourquoi EDF s'intéresse à baisser la consommation d'énergie? C'est un peu un fabricant de chocolat qui nous expliquerait que c'est pas bon pour la santé, qu'il faut arrêter. Oui, alors il y a des clients qui... Oui, alors, au début, on nous posait la question, on disait, tiens, c'est quand même bizarre, EDF, vous nous promettez, enfin, vous nous dites qu'on va baisser nos consos alors que vous vendez de l'énergie, de l'électricité. Mais EDF, c'est notre signature, c'est un électricien responsable, performant et champion de la croissance bas carbone. Et alors, bon, évidemment, je suis à la branche commerce, donc je connais le truc par cœur, mais au-delà de ça, on a intérêt à décarboner les usines. C'est notre signature. Notre kilowattheure en France, il est 95% free carbone, parce qu'on a un mix énergétique qui nous le permet. Et donc, on est complètement engagé dans cette logique et nos clients nous reconnaissent cette qualité. En tout cas, cet engagement auprès de leurs équipements, de leurs procédés industriels.
Monsieur Bellamy, vous aviez le micro, on va continuer parce qu'on a des exemples, ça me paraît intéressant d'avoir des exemples. Oui, moi je voulais juste illustrer... On a parlé de la ville de Dunkerque, il y a beaucoup de gens de Dunkerque aujourd'hui avec des casquettes. Oui, je voulais juste illustrer pour dire concrètement ce qu'on peut faire en fait en termes de récupération thermique. Par exemple, quand vous avez une grande aciérie sur Dunkerque, ArcelorMittal pour ne pas la citer, eh bien vous pouvez récupérer en fait de la chaleur en plus en faisant une partie de dépollution en fait, des émissions. Et cette chaleur, par exemple, elle chauffe la moitié de Dunkerque. On a réalisé très récemment la même chose sur Charleville-Mézières, où là, on va récupérer sur la chaleur perdue de la fonderie de PSA et qui, à nouveau, vient alimenter et apporter une chaleur renouvelable très significative en fait, sur le réseau de Charleville. On peut donner d'autres exemples beaucoup plus simples à l'intérieur de l'usine. Quand vous avez, par exemple, dans l'agroalimentaire, vous avez des procédés, vous êtes obligé de chauffer et puis ensuite de garantir la chaîne du froid, eh bien, vous pouvez récupérer de la chaleur sur la production de froid pour, par exemple, préparer de l'eau chaude sanitaire qui va servir à rincer les installations de conditionnement des aliments. Sur une conserverie, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre des dizaines d'exemples, mais sur une conserverie, typiquement, vous allez utiliser de la vapeur pour faire la stérilisation de la conserve. Eh bien, vous pouvez récupérer une partie de chaleur un peu moins élevée pour aller pré-cuire les aliments et donc ainsi vous optimisez complètement l'utilisation de l'énergie sur le site. Et là, vous parlez d'énergie, mais il y a autre chose, c'est l'air comprimé, par exemple. Alors, oui. Les gains sont... Alors, c'est marginal à côté ou c'est quand même important? Non, l'air comprimé est aussi une énergie extrêmement intéressante. En fait, quand on produit de l'air comprimé, ce qui est couramment utilisé sur les sites industriels, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que près de 75% de l'électricité qui est consommée par le compresseur, en fait, s'envole sous forme thermique lors de la compression de l'air. Et donc, on arrive à faire des systèmes assez vertueux où on va récupérer en fait, cette chaleur tout simplement sur le circuit de refroidissement d'huile du compresseur. Et quand on a la chance que le compresseur soit dans la chaufferie, eh bien, on va chauffer le retour chauffage et ainsi diminuer la consommation de gaz sur la chaudière. C'est des exemples tout simples, mais extrêmement maintenant répandus dans l'industrie. Si vous voulez voir un exemple concret, j'ai vu qu'il y avait une animation Toyota. Et donc c'est très bien fait. On voit toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour que l'usine Toyota réduise au maximum son empreinte carbone. Alors, avant de passer au sujet suivant, je me tourne vers vous, Monsieur Coirier. Est-ce qu'on fait de l'efficacité énergétique avec vos cheminées? Est-ce que les cheminées intelligentes existent? Et puis peut-être donnez-nous quelques chiffres sur les cheminées, parce qu'on en a vu une bien sûr, quand même au cœur de cette usine extraordinaire qui fait quelques mètres. 30 mètres. 30 mètres de haut. Le record, c'est quoi? 150. 150 en métal en tout cas, on peut aller plus haut en béton, mais 150 mètres, 800 tonnes, donc ça voyage par bateau. On vient d'en poser une à Copenhague, donc, qui est la plus grosse qu'on ait produite jusqu'ici et qui en fait alimente un process d'incinération de déchets ultra efficace qui fait à la fois de la cogénération, qui chauffe la moitié de Copenhague et qui aujourd'hui est ultra vertueux en termes de performance, en tout cas très bien conçu. Alors en fait on véhicule, la cheminée n'est qu'un véhicule, un système qui permet de véhiculer de la fumée ou des gaz chauds ou des effluents. Aujourd'hui les process très rarement envoient toute cette énergie dans l'air. Vous voyez que en tout cas ce qui sort des fumées est de plus en plus blanc. En général quand c'est blanc c'est de la vapeur d'eau. Donc ce qui rejoint en tout cas la propreté. Et il se passe effectivement dans la cheminée, en tout cas en amont dans la partie ce qu'on appelle l'échappement, pas mal de choses. Déjà, vous avez parfois des process bruyants, donc on va avoir des systèmes de silencieux, de réduction de vibration, de manière à ce que l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les fumées, il y a aussi le bruit, soit agréable. Vous avez de la récupération d'énergie, vous avez de la filtration quand c'est nécessaire. Donc on sait à l'intérieur de la cheminée capter à la fois les pertes de chaleur pour les revaloriser, ou les transformer parfois même en électricité, c'est possible, mais pour les revaloriser dans les process ou en distribution périphérique, par exemple
j'ai une usine dans le centre, à Busancais, où je fais du bois de chauffage, je sèche mon bois, et la chaleur fatale, je l'utilise pour un réseau de chaleur qui me permet d'alimenter mon usine à côté. Donc on est capable, si on utilise bien tous les flux, d'avoir en tout cas une récupération maximale. Et dans les fumées, plus les fumées sont chaudes, plus il y a de calories échangées. Donc effectivement, on intègre dans le parcours de fumée toute une série d'équipements qui permettent, évidemment c'est un peu la cheminée smart, hein, comme vous disiez, qui vont permettre de traiter les bruits, les effluents et les chaleurs fatales, de manière à ce qu'on ait, en tout cas à la sortie de la cheminée, le moins de déperdition possible. Alors on a traité la première partie, le remplacement des fossiles. On a parlé d'efficacité énergétique. Reste une partie quand même importante si on veut une usine propre, c'est le traitement des effluents. Monsieur Bellamy, je crois que là-dessus vous avez quelques retours d'expérience de clients justement pour tout ce qui va être traitement des liquides, etc. Je vais tordre la question pour continuer à répondre sur la précédente. Quand on parle d'effluents, en fait, ils peuvent être liquides ou gazeux. Et donc, je vais commencer par les gazeux qu'on retrouve au niveau de la cheminée. Et typiquement, en fait, on va installer, on travaille beaucoup en commun, mais on va installer, associer à la cheminée des systèmes à la fois de récupération et de récupération thermique et de dépollution. Et typiquement, vous pourrez regarder sur vos téléphones, mais il y a une technologie qui s'appelle TERAO, TE2RAO, qui est un excellent produit pour récupérer la condensation en fait, sur les fumées et tout en les dépolluant en même temps. Donc, ce qui permet d'avoir une usine propre. Sur la partie effluent liquide, pour reprendre le fil de la question, eh bien, typiquement, on va pouvoir trouver parfois un potentiel énergétique dans ces effluents. Encore une fois, si on est dans l'agroalimentaire, on va pouvoir retrouver en fait, dans les eaux usées en fait, de l'usine une part de matière putricible et que l'on va essayer de retransformer en énergie par des procédés dits de méthanisation. Et ce méthane, soit on va l'utiliser directement en combustion en chaufferie, soit le réinjecter dans le réseau de gaz naturel qui distribue le gaz en France. En fait. Et donc, un autre exemple où, finalement, d'un effluent qui, par le passé, était une contrainte pour l'industriel, eh bien, on fait à la fois une dépollution, on restitue en fait dans l'environnement une eau claire, et on a réussi de transformer ce déchet en une énergie qui elle-même est reconsommée. Alors, dans la discussion au préalable, on avait des retours sur investissement. Là, je ne crois pas trop à l'angélisme. Pourquoi une entreprise traiterait ses effluents? Ça veut dire que c'est les normes qui le forcent? Comment ça se passe? Alors, parce qu'il n'y a pas de rentabilité directe ou... Alors, j'aime bien quand on parle de finalement qu'est-ce qui encourage les industriels à le faire. Premièrement, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui ont envie de participer à la transition énergétique et qui se fixent d'eux-mêmes des objectifs de zéro carbone. Bon, donc, et ceux-là, ils ne raisonnent pas forcément d'un point de vue économique, ils vont en fait, entre guillemets, s'offrir cette image verte. Maintenant, si on a quand même pas mal d'industriels qui sont dans des marchés extrêmement contraints en termes de marge et qui, eux, vont avoir des approches beaucoup plus pragmatiques, effectivement avec des calculs de ROI. Finalement, il y a deux effets qu'il faut qu'un industriel va s'intéresser. Pour moi, c'est le bâton et la carotte. Le bâton, c'est la taxation, et effectivement, c'est soit des normes réglementaires avec des limitations de rejet, soit de la taxation, et on parle beaucoup de la taxation carbone. C'est un levier important pour pour rendre économique en fait la transition énergétique. Le deuxième, la carotte, eh bien, c'est toutes les incitations que l'on va donner en fait à l'industriel pour devenir vertueux. Et je pense qu'il faut réellement saluer l'action de l'ADEME qui réellement permet aux industriels, au travers de subventions à l'investissement, qui va subventionner la biomasse, qui va subventionner le biogaz, qui va subventionner la géothermie, et donc qui va, en baissant le coût apparent d'investissement, permettre un ROI très satisfaisant pour l'industriel. Peut-être un retour d'industrie. Voilà, je vais juste vous donner un exemple parce que, bon, évidemment, comme toute industrie de transformation, on a des éléments à traiter, mais
Je pense que il y a différentes choses. Évidemment, la réglementation est là, elle évolue, elle se renforce, c'est positif. Il y a la responsabilité de l'industriel. Bon, moi, je suis d'une génération qui, alors je suis pas millénial, mais je suis sensible à ce sujet d'environnement. Donc, je pense que tout à chacun aujourd'hui, on ne peut plus concevoir de développer un projet sans prendre en compte le côté environnemental. Et puis, les sociétés industrielles aujourd'hui font des bilans carbone, des bilans globaux dans le cadre de la norme ISO, et puis aussi dans la façon réglementaire. Ça a un coût aussi, hein, parce que maintenant on retraite tous ces déchets, comme la taxe carbone. Quand vous avez un certain nombre de choses, il faut le traiter. Donc il y a un retour sur investissement, il y a une prise de conscience qui est aussi vraie pour le consommateur que pour l'industriel. Et puis on se rend bien compte que de toute façon, il y a une durabilité qui fait partie maintenant, pour le consommateur final qui va acheter le produit, un besoin de sens, un besoin en tout cas d'engagement du producteur, d'apporter, je dirais, la garantie que le produit est le plus durable possible, et en tout cas apporte les garanties de long terme. Alors je voudrais que juste Peut-être un petit mot, parce rapide, que oui. bon, je travaille pour une société de services énergétiques donc Dalkia, qui consomme à peu près 5 à 6% de la totalité du gaz naturel en France. Et aujourd'hui, donc ce qui est quand même assez significatif en termes de consommation énergétique, hein, on chauffe des usines mais aussi les villes. Et nous avons d'ores et déjà dans notre panier d'approvisionnement énergétique plus de 30% en fait, d'énergie renouvelable, et avec un objectif de passer à plus de 50% dans les quelques années qui viennent. Donc on peut avoir des consommations énergétiques très importantes et déjà avoir un très gros pourcentage d'énergie renouvelable dans son panel d'approvisionnement énergétique. Monsieur Gazeau, juste on a une petite minute pour nous faire une définition de ce qu'est l'économie circulaire. Parce que quelque part, En fait, je on y est. voulais plus réagir, ça ne vous dérange pas, mais je vais revenir hein, C'est sur... dans le même timing. Ouais. Juste sur le fait que, en vous écoutant, je suis tout à fait en lien avec ce que vous dites. Il y a des choses qui me rendent optimiste. Lorsque je vois justement un projet sur lequel on avait travaillé, qui était une usine de Renault au Maroc, qui avait décidé de faire une usine zéro rejet, que ça soit atmosphérique, etc., zéro déchet également. Et je dis ça parce que une usine au Maroc, qui sont dans un contexte réglementaire où il n'y a pas tellement de bâtons quelque part, hein, donc il n'y a pas de contraintes en termes de, enfin pas très fortes en tout cas, mais ils ont fait ce choix-là justement pour les raisons que vous évoquez, avec le fait de réutiliser des chutes de plastique, d'acier, etc. dans leur process, avec des systèmes de récupération de chaleur, avec de l'utilisation de coproduits ou de déchets quelque part de production d'huile d'olive pour faire l'utiliser dans une chaudière biomasse et faire de l'énergie. Ce qui correspond à la définition de l'économie circulaire, hein, c'est bien le fait de finalement de réduire les rejets et de réduire en amont la ponction en ressources naturelles pour faire une boucle et que quelque part les effluents, les déchets puissent servir à nouveau de produits. Donc ça me rend optimiste. Après, il y a aussi des choses qui m'interpellent par rapport à ce que vous disiez notamment. Je vois qu'aussi il y a beaucoup de résistance, notamment culturelle, parce que lorsque vous présentez à un industriel des projets qui ont un temps de retour sur investissement très court, il y a pas mal de blocages, parce qu'il y a encore besoin d'acculturation, d'éducation sur le fait d'utiliser des technologies qui sont parfois un peu nouvelles et sur lesquelles on n'a pas toujours de retour d'expérience très fort. Je vois que vous me faites signe d'arrêter, Okay. Je m'arrête. Oui, non, parce que je voulais quand même garder la dernière minute pour M. de Saint-Amand. Vous êtes responsable de l'usine du futur. On a vu que ça progressait. Il y a encore une marge de manœuvre avec le big data, avec d'autres choses? Oui, c'est vrai. Dans les usines, il y a une richesse extraordinaire. C'est la donnée. Et on est tous les acteurs dans l'industrie sont en train de prendre conscience que la donnée apporte un effet de levier, mais vraiment considérable dans le domaine de la performance industrielle. Alors, performance industrielle, performance énergétique, les deux vont ensemble. Et puis, alors, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Metroscope, hein, la solution qui permet de constituer un jumeau numérique. On travaille dans l'entreprise depuis sa création. Hein. Il y a une direction dans l'entreprise qui s'appelle la DTG, la Direction Technique Générale, et sa raison d'être, c'est la mesure, parce qu'il fallait mesurer les ouvrages hydrauliques notamment, et donc depuis que l'EDF existe aussi une entité qui a eu pour objet la mesure.
Donc la donnée, on sait la collecter, on sait l'interpréter, et puis avec l'intelligence artificielle, enfin avec le numérique, avec tout ce que la connectivité permet de faire, eh bien on arrive à interpréter cette information et à en tirer des constats, identifier des leviers qui apportent des solutions vraiment très intéressantes dans le domaine de la performance énergétique et dans le domaine de la performance industrielle. Mais écoutez, je vous remercie. Vous avez montré que l'usine était quand même plus propre que l'image qu'on en avait, des anciennes cheminées. Et visiblement, il y a encore de l'avenir. Merci beaucoup.